J'ai dit, écoute, ça te parle de créer une boîte ensemble? Il m'a regardé, il m'a dit, ouais, chaud. Et cette énergie, en fait, de toujours chaud, toujours motivé, toute la collaboration, ça passe comme un coup de foudre entre nous deux. Il y a une énergie de ouf. Il a commencé à parler de la techno, on remplissait les tableaux des avantages dans un inconvénients en live, on a terminé la discussion. En fait, là, on a vu par rapport au paysage technologique existant, on a dit, en fait, cette techno, elle éclate tout. En fait, on a trouvé notre techno. Je traite chaque bug comme une opportunité d'apprentissage pour l'organisation que je dirige. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, cette fin d'après-midi, je suis avec Marek Kalnick, qui est CTO de la société BAM. Merci Marek d'avoir accepté cette invitation et on a été mis en relation par Valentin Baudot que j'ai reçu sur ce podcast et que j'en profite pour lui faire un petit coucou et merci d'avoir de ton côté accepté de participer. Avec plaisir, merci de me recevoir Pierre et merci à Valentin aussi, c'est très sympa de sa part. Peut-être pour démarrer le podcast, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment a débuté cette aventure et ton poste de CTO chez BAM? Oui, alors plusieurs étapes, plusieurs éléments clés. Le premier, c'est que je commençais à coder hyper tôt. Au collège, j'avais 14 ans. Ensuite, j'ai fait le choix le plus osé de ma vie, c'est-à-dire je fais des études de lettres, chose qui n'a pas du tout marché pour ma carrière professionnelle, mais c'était fun. En 2010, je me suis retrouvé à Paris. Je suis polonais d'origine. Je me suis retrouvé à Paris et cherchais un job de web développeur. Et j'ai été accueilli par une boîte qui s'appelle Théodo. Peut-être juste avant, là, pourquoi tu as fait les études de lettres? Pourquoi ce revirement? Comment ça s'est passé? J'avais envie à l'époque de devenir écrivain professionnel. D'accord. C'est d'ailleurs ça ce qui m'a amené à l'informatique. J'ai commencé à coder pour publier mes œuvres sur Internet, parce que c'était bien plus simple que les envoyer à quelqu'un qui va les relire et publier, ou plutôt pas. Donc c'est ça qui m'a amené à faire mon premier site web, et c'était ma passion de jeunesse, d'écrire. Ah oui, pour toi un site web, c'était un peu comme publier un livre. Quand tu mettais en prod un site web, c'était ta petite publication, quoi. Exactement. Et ça, au fur et à mesure, ça m'a amené à devenir freelance en âge de 17 ans. Et ensuite, je fais du free pendant les études aussi. Ok. Et pour la petite histoire, est-ce que tu as écrit un bouquin? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est un projet? Est-ce qu'il y a encore cette petite flamme ou pas du tout? Non, il y a un moment où je suis devenu assez réaliste par rapport à mon niveau et les exigences du milieu. J'ai été publié dans quelques revues de poésie. Ah, mais d'accord. C'était le mieux que j'ai réussi à faire. Jamais de publication propre. D'accord. Les revues de poésie, tu te rappelles desquelles? En Pologne. Ça va être dur à trouver. C'est des trucs très niches, très niches. Ok. J'ai quelques exemplaires dans ma bibliothèque. Et à 14 ans, tu te mets à coder, tu fais quoi? Tu fais du PHP, du JavaScript, du CSS HTML et puis Flash. Oui. ActionScript, j'adorais. On remonte un peu le temps là. Ouais, bon, ça trahit mon âge. Ok. Donc du coup, tu abandonnes les lettres. J'abandonne les lettres, je déménage à Paris pour des raisons perso, je commence à désespérément chercher du taf, une licence en lettres polonaises, c'est pas vraiment le truc qui est valorisé à Paris, et je tombe sur une boîte Théodo, par un coup de chance absolu, c'était la première boîte qui m'a fait une proposition, j'ai accepté parce que de toute façon j'avais pas de taf, et je tombe dans un écosystème, une boîte naissante, on était 10, mais dans une boîte qui avait énormément d'ambition, qui a souhaité grandir, et je me suis inscrit dans cette croissance.
Donc Théodo 2010, on était moins de 15, on était peut-être 12-13. Toute petite société. Toute petite société. Aujourd'hui, le groupe M33 qui a été fondé par Théodo, c'est 400 collaborateurs. Et en 2014, je dis à mon patron, à Benoît, d'une manière un peu gentille, écoute, que je commence à m'ennuyer. Est-ce qu'on peut faire un truc ensemble? Et cette discussion, elle était un peu plus longue, mais pas beaucoup, donne lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe Théodo ou le M33 Academy. Le M33 est la première boîte qui a été lancée, incubée dans cet écosystème de start-up. BAM a été lancée en 2014, donc quelques mois après la discussion rapide avec Benoît. La discussion de 2 phrases. Du coup. La discussion de quelques phrases, oui. Ok, et ça se passe comment l'incubation, le démarrage de l'incubation? Être incubé, ça veut dire quoi en fait? Je sais, mon expérience, et ce que m'a proposé Benoît et le groupe M33, c'était d'abord le financement. C'est pas toujours évident lorsqu'on est dev de requérir les fonds nécessaires pour lancer une boîte. Et si on a de l'ambition, les fonds sont nécessaires. La deuxième chose, c'est le coaching. Donc, au début, on avait l'accès à Benoît et on fait de la collaboration avec Benoît en étant la première boîte quasiment constante. Aujourd'hui, le groupe il est un peu plus grand, on a des rituels en place, ce genre de choses. Mais il y a toujours une partie du pilotage stratégique, des challenges, des discussions entre nous et le fondateur au final du groupe. Donc on profite d'expériences directes de personnes qui ont réussi à créer une société de 300-400 personnes en direct. Au fur et à mesure, avec l'arrivée de nouvelles boîtes, aussi un réseau d'entrepreneurs, de CTO, de CEO, avec qui on échange d'une manière quasiment quotidienne. Par exemple, un des rituels que j'adore qu'on a avec les CTO, c'est une review qualité par semaine où on se pose soit sur un problème d'architecture, soit sur un problème de bug de qualité et on discute entre 8 CTO à la fois sur la technicité du geste et à la fois aussi sur le problème organisationnel qu'on perçoit derrière. Ça crée un petit réseau de partage de connaissances qui grandit avec le groupe. Et c'est chacun son tour que vous décidez le sujet ou ça vient naturellement? C'est chacun son tour, il y a un roulement, donc du coup chacun est aussi obligé de se mettre en danger et démontrer ce qu'il veut apprendre dans sa boîte. Ok. Ça a apporté d'autres choses l'incubation, je sais pas, des locaux où c'est principalement financement, coaching et puis réseau de boîtes qui se lancent qui rencontrent les mêmes problématiques. Oui, du coup, les locaux, oui, au début, on était au rez-de-chaussée de bureau de Théodo. On avait un bureau à 2. Ensuite, une collaboration commune pour nos clients. Nous, on fait du mobile chez BAM. Théodo fait du web. On a une boîte qui s'appelle Paddock qui s'occupe de infra, de Kubernetes. Donc, on peut proposer à un client une offre commune web plus Kubernetes plus mobile par 3 sociétés spécialisées dans les domaines. Donc du coup, on change un peu aussi de dimension du package qu'on propose. Quelques autres éléments. Par exemple, le recrutement au début du groupe, le recrutement a été mutualisé pour tout groupe. Donc on avait une équipe recrutement qui était formée, qui avait la même manière de travailler, mais qui pitchait en fonction du candidat différentes entreprises pour correspondre à ses attentes, à son profil, à ce qu'il cherche. Du coup, soit Théodo qui avait un peu plus de maturité, à l'époque ils étaient 50, donc pas une énorme boîte non plus, soit BAM qui se lançait, on était 10 et on faisait du mobile, et du coup ça nous permettait avec les mêmes compétences de recruteur, de toucher un pool de candidats plus important. Ok. Ok. Et alors du coup, t'as dit voilà, je voudrais monter un truc. Oui. Alors du coup, ce truc c'est hyper vaste. Et est-ce que tu avais une idée derrière la tête ou est-ce qu'une fois que tu as eu une sorte d'accord, vous avez construit
l'idée ensemble ou t'as proposé toi des choses Il y avait... c'est très rapidement devenu une discussion, un échange. Ce qu'on cherchait à l'époque, c'était un business qui nous permet de nous appuyer sur les apprentissages de Théodore, notamment en termes de manière de fonctionner, en termes d'accompagnement client, ce genre de choses. Donc, c'est évident pour nous qu'on va faire du service. Quelque chose qui serait complémentaire. Et du coup, à ce moment-là, il y a deux idées qui se sont dessinées. Et d'ailleurs, les deux ont été réalisées. Une idée qui serait en fait d'essayer de construire Théodore ailleurs, ce qui a donné lieu à Théodore UK à Londres quelques mois plus tard après le lancement de BAM. Ou alors le mobile qui nous semblait être l'activité la plus proche du web, où en fait on pouvait garder tout savoir-faire de Théodore, échanger une donnée qui était la techno et voir qu'est-ce que ça donne. Si on essaye de refaire la même boîte sur une techno différente et sur un créneau utilisateur un peu différent, qu'est-ce que ça donne? Donc on a évalué les deux idées. Moi j'étais plus motivé pour rester à Paris et essayer de monter le mobile à Paris. Et donc cette idée s'est dégagée naturellement, du coup. C'est aussi une des choses qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est écouter les retours de nos clients. Et on avait plusieurs clients qui nous disaient à l'époque, on adore votre manière de bosser, c'est dommage que vous ne faites pas de mobile parce qu'on ne trouve pas une boîte comme la vôtre dans les mobiles. Donc c'était aussi, quelque part, on savait qu'on avait déjà des clients en fait, même avant de lancer la boîte. Autant en profiter. Autant en profiter, oui. Et tu montes, au-delà de cet accompagnement de Théodo, tu montes la boîte tout seul? Donc on monte la boîte à deux. Et ça, c'est aussi une chose dont je n'ai pas parlé que M33 apporte. Le modèle, c'est un binôme CEO-CTO. Pour toutes les boîtes qu'on lance, il y a deux personnes sur un schéma qui est plus ou moins vrai, une personne technique et une personne commerciale, même les rôles s'intercalent. Du coup, ma première réaction, lorsqu'on en a parlé avec Benoît, c'était OK, mais j'ai pas de CEO. J'ai pas de binôme en tête. Et en fait, Benoît m'a aidé à trouver aussi mon business partner, Baptiste Michel, avec qui on est toujours le binôme dirigeant de BAM, mais avec lequel je suis hyper content de travailler. Et c'est également la manière dont ça se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, s'il y a une personne qui est très leader pour monter une entreprise, mais elle n'arrive pas à trouver un binôme, la direction, le groupe, Benoît, Fabrice et les autres, on aide cette personne à trouver son binôme. Dans nos équipes, souvent, très souvent. Et alors du coup, moi, ça fait un peu écho. Moi, mon associé, on a travaillé ensemble pendant 5 ans avant, donc on se connaissait bien. On savait qu'on était complémentaires, on savait qu'on était compatibles entre guillemets. Toi, il n'y a pas eu beaucoup de temps en fait. C'est quelqu'un qui vient pas de ton réseau premier, avec qui t'avais pas forcément travaillé en premier. Voilà. Ça t'a pas fait peur du coup, cette problématique-là de se dire, on n'a jamais bossé ensemble. Est-ce qu'on est compatible en fait? Sur les échelles, c'est des échelles de temps. Voilà, je sais pas à quelle échelle de temps tu te projettes, mais bon, ça fait déjà 5-6 ans, puis il y a l'air d'y avoir une envie d'aller plus loin, donc on parle de grandes échelles de temps, quoi. Il y a... j'étais peut-être à l'époque absolument inconscient aussi sur le sujet. J'ai pas eu peur, et je pense qu'il y avait deux raisons pour ça. La première, je faisais beaucoup confiance à Benoît sur sa capacité à comprendre les personnes et du coup m'aider à trouver un bon match. S'il m'a dit, en fait, Baptiste va bien matcher avec toi. Nous, on se connaissait depuis 2010 déjà avec Benoît, donc en fait 4 ans de collaboration, je sais qu'il m'a bien cerné, et du coup c'est un peu matching quelque part. Ça a bien marché, je faisais confiance. Et la deuxième chose, l'histoire de rencontre avec Baptiste, en fait, je lui propose de créer la boîte. C'est une discussion de 1 minute à la porte d'entrée. T'aimes bien les discussions d'1 minute en fait. J'ai dit, Baptiste, faut qu'on parle. J'ai un truc à te dire. Et en fait, Baptiste m'a dit, non, maintenant, tu me l'as dit maintenant, en fait. J'ai dit, écoute, ça te parle de créer une boîte ensemble? En fait, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, chaud. Et cette énergie, en fait, de
toujours chaud, toujours motivé, toute la collaboration, ça passe comme un coup de foudre entre nous deux. Il y a une énergie de ouf. Et en fait, c'est le premier moment, la première discussion, on l'a déjà vu. Et ça n'a jamais vraiment lâché. Et il y a un troisième élément qui est la culture de la boîte. La culture de Théodore est assez forte et la culture du groupe est assez forte. Donc, on sait aussi qu'on a des bases de valeurs communes. Et je peux faire confiance qu'il va être transparent avec moi, qu'il va être ouvert au challenge, qu'il va vouloir progresser, qu'il va être pragmatique, parce que c'est ça les valeurs du groupe. Et en fait, il ne serait pas là s'il n'aurait pas les mêmes valeurs. Donc, du coup, ça crée en final une base où j'avais pas de doute au début et j'en ai pas aujourd'hui. Bon, bah écoute, tant mieux. Et donc, ton binôme a la casquette CEO et toi, tu as la casquette CTO. Oui, dans une boîte de 2 personnes. De 2 personnes. Donc, au départ, être CTO de BAM, c'est être, j'imagine, très dans la production, dans la réalisation, très opérationnelle, très je fais les projets. Est-ce que, tu peux décrire ton rôle au démarrage et puis l'évolution de ton rôle sur les grands tournants, quoi, en fait? Oui, donc le premier rôle, c'est clairement, je suis le premier dev de la boîte. Ça commence par la création du site web de BAM que je codais moi-même, et ensuite les quelques premiers projets. Ce qui nous aide et ce qui m'aide à sortir de ce rôle-là, c'est qu'on a commencé à recruter même avant la création de la boîte. Donc, au moment qu'on était déjà au clair sur le projet, on a commencé à chercher des gens. J'ai un premier stagiaire qui arrive 3 mois après le lancement de l'entreprise. En avril, on s'est lancé en décembre, officiellement, démarrage officiel en décembre. En avril, on était déjà une dizaine. Donc, j'étais obligé de sortir très rapidement de cette partie je fais la prod. Je me suis retrouvé progressivement d'abord dans un rôle de lead tech un peu volant où en fait j'essaye d'aider tout le monde sur les projets. En 4 mois, vous aviez recruté, vous étiez 10, quoi. Ouais. La première année, on l'a terminée à 17. Je parlais aussi au début du financement, avoir un peu le soutien du groupe. Oui, et puis des équipes mutualisées, en fait. Recrutement, ça, oui, fatalement, ça fait un boost, quoi. Ça fait un boost. Et en fait, on recrutait des personnes en n'ayant pas de projet signé. En fait, on disait, on y va. Et une des premières choses qu'on fait, vraiment le premier geste qu'on a fait de création de boîte avec mon associé, c'est qu'on a pris une feuille de papier. On a dessiné 2 axes. On a dessiné une courbe. On a mis décembre 2014, 0 €. Décembre 2015, 1 million. Et on s'est fixé un objectif de faire 1 million € de chiffre d'affaires la première année. En fait, une fois qu'on s'est fixé cet objectif, la chose qui nous freinait, c'était simple. Les 2 choses, c'était avoir des clients et avoir des gens pour réaliser le projet. Donc on a commencé à recruter sans avoir vraiment de projet, parce que de toute façon, on ne pourra pas réaliser l'objectif sans avoir les gens. Et ensuite, on a commencé à chercher des clients de différentes manières. Beaucoup de réseaux. Beaucoup de recommandations chez Théodore, parmi nos clients existants Théodore, et marketing technique de ma part. Donc, j'étais le premier expert et quelque part l'évangéliste technologique. Marketing technique, ça veut dire qu'une de tes casquettes de CTO, c'était de l'avant-vente, en fait, commercial? C'était l'avant-vente. Marketing technique. Alors, c'est plus que l'avant-vente parce que, bon, il y a bien évidemment les rendez-vous commerciaux. Et ça, c'était une constante dans mon travail jusqu'à début de cette année, à vrai dire. C'est maintenant que je l'ai mis un peu de côté. Mais aussi, par exemple, parler lors des meet-up. Donc, nous avons choisi une technologie. Le choix technologique BAM était assez controverse pour l'époque. On s'est positionné sur les technologies multiplateformes hybrides en 2014. C'était un grand risque parce qu'il n'y avait pas de bonne technologie à l'époque, mais on y croyait. Et du coup, ma première démarche, c'était de parler un maximum de meet-up où on parlait mobile ou JavaScript ou technologie hybride pour présenter notre vision, pour présenter nos compétences sur les technologies, quels sont les trucs durs, comment est-ce qu'on les adresse et tout ça, pour créer une petite image de commencer à créer une petite image d'expertise, même si on était très peu, pour commencer à faire du marketing bouche à l'oreille.
Et à côté de ça, écriture d'articles, publication, ce genre de choses. Donc tout ça, ça faisait partie de mon boulot quotidien en tant que CTO. D'accord. Et alors, du coup, on t'a vu sur quel conf, sur quel meet-up? Ionic Paris, Paris JS, PhoneGap. Je crois que c'était le 2 premiers mois, je fais le 3 meet-up. Tu faisais des meet-up React Native sur le meet-up Ionic d'Ionic, du coup? React Native n'existait pas à l'époque. Ah, d'accord. React Native n'existait pas. Et ça, c'est un virage technologique de BAM en été 2015, donc 6 mois après le lancement. D'accord. Okay. Vous faites le pari, mais 6 mois après, ouais. Okay. On fait les paris. En fait, d'abord, on fait les paris de multiplateformes en se disant, on sait qu'il n'y a pas de bonne techno là-dessus, mais on a une forte intuition que la bonne techno, elle va arriver. Et du coup, aussi, une partie de mon travail en tant que CTO, c'était d'animer la veille technologique de toute la boîte pour qu'on trouve la techno qui émerge en tant que gagnante au moment où, en fait, elle va être vraiment early stage. Donc, j'avais un tableau avec une vingtaine de technologies, avec les avantages, les inconvénients. Il y avait des trucs vraiment exotiques dont on ne parle plus maintenant. Pour mémoire, du coup, ouais, dans la vingtaine de technos que vous avez benché, étudié, tout ça, il y avait quoi, en fait? Des trucs qu'on... On fait un post-mortem. Il y avait bien évidemment Cordova qui existe aujourd'hui, PhoneGap à l'époque, et Ionic, et ça c'était notre stack de démarrage 2014. Il y avait un truc que je trouvais très marrant qui s'appelait Kiwi. Kiwi, c'est un projet multiplateforme en Python. Donc, ça permettait de déployer une application iOS Android en Python. Il y avait Xamarin avant que ça soit acheté par Microsoft. Il y avait Titanium, dont le CTO a écrit un message très aigri au moment de sortie de React Native en disant React Native c'est la même chose que Titanium, donc je comprends pas d'où vient la base. Grosso modo, ça c'est les 4 dont je me rappelle. Il y avait une autre techno qui était vraiment pas mal poussée par Samsung. Je me rappelle plus le nom, mais je sais que la boîte a levé 20 millions et elle est disparue quelques mois plus tard. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses. Ok. Et qu'est-ce qui a guidé le choix React Native en fait? Du coup, nous, on animait un rendez-vous de toute l'équipe technique à peu près une fois par mois. Chaque développeur était responsable de faire la veille techno sur une techno. Et on s'est rencontrés en ajoutant sur les tableaux, c'était simple, on mettait les plus éléments. Et du coup, dans chacune de techno, on disait le plus, c'est, j'en sais rien, un bon environnement, une bonne communauté, Ionic. Le moins, problème de performance inhérent à l'architecture de navigateur web dans une application. Et du coup, au moment où j'avais un gars qui est venu, il s'appelait Florian, qui nous a quittés après pour aller chez Facebook et puis Google. Et en fait, Florian est arrivé un jour en disant hey, les gars, vous avez vu ce que Facebook vient de publier? Je dis non, vas-y, raconte. Bon, il avait déjà un petit penchant pour Facebook. Il avait déjà un petit penchant pour Facebook. Et React.js déjà existait à l'époque, mais React Native a été publié en mai 2015 ou en juin 2015 lors de grandeur. Donc, il est arrivé, il a commencé à parler de la techno, on remplissait les tableaux des avantages et des inconvénients en live, on a terminé la discussion, et on voyait qu'en fait, tous les inconvénients des autres sont adressés dans React Native, donc il y a très peu d'inconvénients, et il y a énormément d'avantages, notamment beaucoup qui ne sont pas ailleurs. En fait, là, on a vu, par rapport au paysage technologique existant, on a dit, en fait, cette techno, elle éclate tout. Et on avait vraiment une bonne confiance dans le fait qu'on surveille toutes les technos du marché. En fait, on a vu, il y a une techno qui arrive, elle est soutenue par Facebook, elle éclate du point de vue architecture technologique toutes les autres, mais en fait, on a trouvé notre techno. Et ça, c'était été 2015, on attendait, React Native venait d'être publié sur iOS, donc on attendait la sortie de React Native sous Android pour respecter notre promesse du multiplateforme. React Native est sorti sur Android en septembre 2015 et notre premier projet React Native a été lancé en octobre. Février 2016, tous les projets BAM sont passés sur React Native. Et alors comment tu fais pour faire monter en compétence toute la boîte en fait sur une techno qui démarre? Donc là, ça fait partie de ton rôle, j'imagine, la formation, la montée en compétences, l'expertise de...
de la boîte? C'est le moment où j'ai perdu la pertinence technique dans ma boîte. Parce que du coup, moi, j'étais un expert Cordova. Cordova, c'était une technologie difficile à utiliser, donc il fallait vraiment creuser des trucs dans la performance des navigateurs, etc. Donc j'ai investi beaucoup de temps là-dessus. Ionic, c'était un framework basé sur Angular, donc rien à voir avec React. Et du coup, ce n'était plus mon rôle dans la boîte de passer cette compétence, parce que je ne l'avais pas. En fait, il fallait que je fasse confiance aux bonnes personnes. Donc le premier projet dont je parlais, qui s'est lancé en octobre, on a staffé les 3 personnes les plus fortes techniquement dans ma boîte, pour justement créer la connaissance avec des gens qui étaient capables d'attaquer un truc que personne connaît, faire la veille, aller creuser, etc. Et du coup, on a créé un noyau dur de 3 personnes qui ensuite, elles, étaient capables d'accompagner tous les autres au fur et à mesure. Et en fait, la connaissance, elle élargissait d'une manière un peu organique en fait, ok, maintenant je bosse avec Florian, ou je bosse avec Alex, ou je bosse avec Tico, donc je peux apprendre, et du coup, il y a un expert technologique et les autres qui apprennent de sa part. Ça se diffuse parce que les gens bossent ensemble sur les projets, ou parce qu'il y a une stratégie de formation un peu plus industrialisée, organisée à l'intérieur de votre orga? À l'époque, c'était uniquement parce que les gens bossaient ensemble sur les projets. On a un événement qui existe toujours depuis qu'on a créé la boîte et qui existe encore. C'est une formation de vendredi. Tous les vendredis à midi, il y a une personne de la boîte qui présente un sujet aux autres. C'est sur la base de volontariat. Chacun peut proposer un sujet. Il y a un vote. Et en fait, on choisit avec le vote. Il y a un peu de tout. Il y a des sujets techniques. Donc, du coup, React Native peut se retrouver dedans. Et d'ailleurs, il y a d'autres technologies qu'on a adoptées via cette formation. Il y a des sujets qui ne sont pas techniques du tout, un résumé d'un livre, ou je ne sais pas comment parler en public lorsqu'on est geek. Ça arrive aussi. Tous les vendredis après-midi, c'est dédié à ça. C'est vendredi midi 30. D'accord, ok. C'est pas l'après-midi. Ouais. Okay. Donc il y a une demi-heure par semaine de ça. Mais du coup, c'est un système de formation qui est assez chaotique. C'est pas vraiment un système de formation. Il a forcément aidé. Mais le premier facteur de diffusion, c'était travail sur les projets avec les gars qui ont déjà fait la techno. Et ça a très bien fonctionné à la taille de la boîte qu'on avait à l'époque. Donc 17 personnes, dont je dirais une dizaine dans l'ingénierie. Ça a bien marché à la taille de la boîte qu'on avait 2 ans plus tard, donc 30-40 tech. Je vois aujourd'hui la limite de fonctionnement à la taille actuelle. Pourquoi ? Parce que, alors, je me demande pourquoi. Des responsabilisations collectives, il y a moins de sujets qui arrivent, ou il y a trop de sujets qui arrivent au contraire ? Je pense qu'il y a trop de sujets qui arrivent, et du coup, les innovations et les apprentissages locaux n'arrivent pas à se répandre d'une manière suffisamment rapide pour arriver dans toute la boîte s'il n'y a pas de système un peu qui les accélère. Donc du coup, en fait, j'ai des personnes qui commencent à apprendre un truc et elles commencent à diffuser à travers du coup cette démarche organique on bosse sur le projet, ensuite on change le projet, donc en fait, j'explique les choses que j'ai appris sur notre projet à mes collègues, sauf que de l'autre côté, j'ai 10 nouveaux devs qui arrivent. Donc eux, ils démarrent sur un autre projet avec une personne qui n'a pas forcément eu ces apprentissages. Et du coup, si je garde uniquement les systèmes organiques, je me trouve avec un niveau de compétence qui est inégal. Parce que du coup, c'est uniquement tiré par j'avais la chance de bosser avec Y qui avait la chance de découvrir ça sur un autre projet. Donc je suis aujourd'hui en train de supplémenter ça avec une formation du coup qui est plus carrée, avec des matrices de compétences, avec des démarches de formation, etc. Chose qui à l'époque n'était pas nécessaire. Parce qu'en fait, qui se faisait plus naturellement. Se faisait naturellement. Il suffit un déj de gars qui discutent. Ah tiens, je testais la nouvelle librairie. En fait, d'un coup, j'ai toute la boîte qui connaît cette librairie. Ok. Et alors du coup, tu parlais justement de l'évolution avec la taille de ton rôle. Voilà, il y a d'autres tournants qui peuvent être intéressants dans ton rôle d'évoquer. Donc oui, l'été 2015, je ne fais plus la tech en tant que développeur ni tech lead sur les projets, donc je commence à me concentrer plus sur le management, le recrutement et la gestion de la boîte en elle-même. L'entreprise grandit aussi.
pour moi, il y a un deuxième tournant. C'est 2018-2019 où en fait je me retrouve dans une situation où je suis manager de tous les tech leads de la boîte. Et en fait, cette situation, si les tech leads ils sont 5, 8, 10, ça va encore. Mais là, c'était un moment où ils étaient 17. Manager 17 personnes, ça veut dire manager 5 et on en voit 12 qui ne sont pas managers. Donc je vois beaucoup d'impact en termes de turnover, en termes de justement montée en compétences. J'ai aussi Florian, le gars qui est parti chez Facebook, qui part en me disant en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas bossé avec quelqu'un plus fort que moi. Un retour qui fait mal. Et du coup, je me dis, il faut que je commence à mettre en place du management dans la boîte, dans la structure tech. Donc, j'ai besoin de relais, j'ai besoin de créer une structure managériale. Donc, du coup, au lieu d'être juste les gars qui conseillent les tech leads sur comment gérer bien le projet, je dois assumer la posture de manager qui manage des managers. Parce que du coup, on commence à ajouter un niveau supplémentaire de management dans la boîte. Un middle management. Donc, un tournant assez important, assez impactant pour la boîte. Un tournant très très récent aussi, c'est le suivant. Le moment où je me suis rendu compte que la gestion de la stratégie d'entreprise et la gestion de la production ne rentrent plus dans mon emploi de temps. Et du coup, très récemment, j'ai recruté aussi un VP of Engineering. Donc, je suis encore en train de muter mon rôle pour me libérer de tous les sujets qui sont liés à la production day-to-day. Ok, donc la casquette de CTO, là, depuis le début de l'année, elle commence à un petit peu s'éloigner, quoi. Elle change. Elle change. Elle change. J'aime bien, dans un bouquin de Camille Fournier qui s'appelle Manager's Path, il y a un chapitre qui parle des big leagues, le poste dirigeant. Et en fait, elle dit, selon l'entreprise, CTO, VP, Director of Engineering, peu importe, ça ne veut pas dire la même chose. En fait, il y a certains rôles qui doivent être assurés au niveau du leadership senior, du management senior, et on les distribue d'une manière un peu libre à des personnes qui ont des titres différents. Donc, en fait, mon titre de CTO reste le même depuis toujours, mais je suis en train de sortir et ajouter de nouveaux trucs dedans. Ouais. Donc du coup, là, il n'y a plus de tout ce qui est production, projet, c'est plus dedans. Ça l'est encore, mais je suis en train de le déléguer à faire partir progressivement en intégrant, du coup, en onboardant mon VP François. Et du coup, qu'est-ce qui va rester dans ton emploi du temps, du coup, dans ton curseur de temps? La chose la plus importante, du coup, celle que je n'arrive pas à mettre. Donc, du coup, je réponds plutôt qu'est-ce que je mets dedans. Ouais. En 2015, on a fait ce tournant technologique pour adopter React Native. Ouais. C'était un peu obvious pour nous que fallait qu'on le fasse et dès la création de la boîte, on a fait ça. Ensuite, pendant plusieurs années, on a été identifié en tant que spécialiste de React Native. On a je pense, la plus grande agence ou une des plus grandes agences en Europe à faire cette techno. Sauf que on ne peut pas rester une agence dédiée sur un techno pendant toujours. Le paysage technologique évolue, les demandes des clients évoluent, et surtout avec notre vision qui est toujours orientée vers l'innovation, vers les nouveaux produits, vers être un peu cutting edge, mais React Native commence à être trop stable pour nous. À la fois du point de vue marché, à la fois du point de vue techno. Donc la chose sur laquelle je dois m'orienter, du coup c'est pour ça que je cherchais à me libérer du temps, c'est la vision technologique de BAM 2022-2025. Comment est-ce que j'amène la boîte à faire ces nouveaux pas-là, c'est-à-dire découvrir la nouvelle technologie, créer de nouvelles compétences, former les gens là-dessus, formuler des offres, en sachant qu'aujourd'hui on parle d'une entreprise de 100 personnes et pas d'une entreprise de 15, donc en fait tous les outils qui ont marché il y a 5 ans, ça ne marche plus. Et alors du coup, ce travail de bench technologique, cette vision, tu vois quoi comme tournant sur le marché, les technos qui sont sur le podium là? Donc ce qu'on voit, ce sur quoi on se concentre aujourd'hui, la première techno c'est Flutter. Donc Flutter a été un concurrent de React Native depuis
depuis plusieurs années maintenant. Ça n'a jamais vraiment décollé en France. Ça a décollé ailleurs géographiquement, mais pas vraiment en France. C'est une proposition multiplateforme Google qui se base sur un peu d'autres principes technologiques, mais au final, ça résout les mêmes problèmes que React Native. Donc, on n'a jamais vraiment été intéressé par ça. Mais qui prend aujourd'hui un tournant assez intéressant parce que Google va d'une manière assez constante vers leur vision de ce qu'ils appellent ubiquitous computing. Donc l'informatique qui nous entoure, tous les devices, les écrans, le Google Hub, le Nest, ce genre de choses. Et du coup, avec la création d'un système qui s'appelle Fuchsia, sur lequel Flutter doit être un des frameworks principaux, il pousse de plus en plus pour avoir une solution, en tout cas une réflexion de comment est-ce que je code une seule fois, ou alors je maximise la réutilisation du code et je déploie non sur plusieurs OS, sur plusieurs types de téléphones, mais sur vraiment plusieurs devices. Donc Flutter, par exemple, ça a été annoncé à la dernière conf de Google, est testé et utilisé par Toyota pour concevoir les écrans des voitures. Donc si je peux avoir la même techno pour concevoir un écran de voiture, une application mobile, une application Google Nest, un site web ou alors un client lourd desktop, je économisais tous mes coûts de développement, je réutilisais un maximum de composants, je facilite le changement et je gagnais à la fois en coût de maintenance et en vitesse d'itération qui sur le marché aujourd'hui est cruciale. Donc du coup, on s'inscrit dans cette perspective. Il y a Flutter, mais il y a aussi d'autres technologies. Et React Native continue d'ailleurs à se battre et à résister, donc on va pas abandonner la techno. Mais la vision de celle que j'ai aujourd'hui à date des futurs de BAM, c'est une vision pas multiplateforme, mais plutôt multi-device, multi-support. Comment créer des expériences complètes où avec un minimum de code, on peut avoir un maximum d'interaction avec l'utilisateur, quel que soit son environnement, quels que soient ses outils, ses devices. Donc à côté, il y a Kotlin multiplateforme aussi qui pousse cette vision plus du côté natif. Il y a aussi forcément un peu d'intégration d'embarquer pour être plus bas niveau, pour savoir s'intégrer avec les IoT ou même coder les IoT, chose pour laquelle on explore Rust et ce genre de techno. Rust, ça fonctionne comment? Rust, c'est un langage de programmation qui remplit à peu près la même niche que C ou C++. C'est un langage très bas niveau, mais qui a des fonctions, notamment de gestion de mémoire, qui font que c'est un langage très apprécié parce qu'il est très sécurisé, très safe et permet par définition de faire une bonne qualité. C'est un peu l'itération moderne de langage embarqué. Donc, toute cette solution, on est en train de les explorer pour choisir encore déjà quel sera notre cheval de bataille. Et je pense qu'il y en aura potentiellement plusieurs en fonction du contexte client, du contexte technologique des devices qu'on vise, etc. Mais la vision globale, c'est surtout un multi-device plutôt que multiplateforme. Et React Native, là, tu les sens commencer à se positionner sur cet aspect multi-device? Donc React Native, par son architecture, serait capable de le faire. Et on a vu des itérations de personnes qui codaient en React Native d'autres outils que des sites web ou des applications mobiles. D'ailleurs, déjà React Native existe pour les sites web et on a plusieurs projets qui, avec succès, font avec la même code base un site web et une application mobile. Sur tous les trucs type écran maison, le Nest Hub ou les voitures connectées, j'ai moins la visibilité là-dessus. Donc c'est potentiellement quelque chose qu'ils font moins, mais c'est aussi quelque chose où en fait moi en tant que CTO je dois me remettre au goût du jour et aller chercher la dernière des dernières innovations plutôt que ce qui est connu sur du grand public. Bon, j'ai du travail là-dessus. Il y a un truc sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est sur votre mode de fonctionnement. Alors là, du coup, on va quitter peut-être un peu la technique, mais sur le mode de commercialisation de votre expertise, qui est un petit peu particulier, en fait. Oui, on en a parlé un peu en préparation. Le produit de base
de BAM, c'est une équipe dédiée qu'on vend au temps passé. Donc une équipe dédiée est composée de 2 techs, 2 développeurs, un tech leader et ensuite un coach agile product owner qui est responsable de la méthode et aussi de la conception produit. Et ensuite, dans le package complet, des designers. On a aussi créé un pôle design à BAM. C'était une des idées fondatrices de la boîte pour se démarquer de Théodore. Donc, on vend une équipe qui est facturée à la semaine avec une idée du produit, un cahier de charges plus ou moins complet que les clients a préparé. Et cette équipe travaille main dans la main avec les clients qui pilotent le produit avec main dans la main avec notre PO. Qui itère sur la vision du produit. Donc on vend, on en a parlé, quelque chose qui était appelé la régie agile. Ce qu'on vend, c'est à la fois de personnes et une méthode. Tu vends la méthode aussi. Je vends la méthode aussi. Du coup, c'est pour ça que ce package existe, parce qu'en fait, on dit notre méthode de travail, c'est ça. On y croit. Et alors du coup, la méthode, c'est quoi ? La méthode, c'est quoi ? Historiquement, on est parti en 2011 du Scrum. Ouais, bon, on connaît à peu près. Connaît à peu près, ouais. Je pense que chaque personne qui fait du Scrum un peu différent. Ce qui a été une des innovations que moi j'ai beaucoup apprécié chez Théodore et du coup que j'ai repris chez BAM, c'était à la fin du chaque sprint, poser un questionnaire au product owner, du coup au client direct, en demandant est-ce que tu es satisfait de la vitesse d'accompagnement, de la vitesse d'avancement et la qualité d'accompagnement. Et est-ce que tu serais prêt à recommander nos équipes. Sur ces questionnaires-là, ça nous permettrait d'avoir un indicateur de feedback client toutes les semaines pour tous les projets. Donc déjà, ça nous permet d'avoir un pilotage projet qui, dans cette méthode, est assez difficile parce que vu qu'il n'y a pas d'engagement sur un cahier de charge, on ne peut pas vraiment suivre est-ce qu'on est dans le délai, etc. Donc on avait l'appréciation du client, mais aussi on avait une zone de commentaires où le client nous partageait son ressenti avec nous. Et cette zone de commentaires, où en fait on recueille toutes les semaines sur tous les projets le feedback du client qui nous dit ça me plaît, ça me plaît pas, j'aurais besoin de ça, je l'ai pas, ou alors ce truc-là je l'ai et je l'apprécie, c'est quelque chose qui nous permet d'itérer sur la méthode en permanence. Donc en fait, oui, c'était du Scrum en 2011, sauf que aujourd'hui c'est une méthode qui est complètement propriétaire parce qu'en fait elle inclut des apprentissages, des milliers de questionnaires de feedback client et de notre tentatives de réponse. Et des fois c'était des tentatives ratées, des fois c'était des innovations qu'on a apportées qui persistent et en fait qui existent encore aujourd'hui. Donc oui, on fait du Scrum, il y a des tickets, il y a pas toujours d'ailleurs une boundary chart avec un nombre de points. Des fois il y a d'autres outils de pilotage de est-ce qu'on est dans le délai. Il y a différents ateliers qui n'existent pas dans la méthode Scrum mais qu'on a mis en place parce qu'on trouve que en fait, ça nous permet d'améliorer la productivité et la qualité. C'est quoi ces ateliers Un des ateliers que j'adore, c'est par exemple un atelier qu'on appelle la conception fonctionnelle. Donc au début, avant qu'on commence un sprint, donc le sprint chez nous ça dure une semaine, avant qu'on commence un sprint, du coup pendant le sprint précédent, l'équipe se pose avec les clients, lui demande c'est quoi la prochaine épique qu'on va développer. Et ensuite, elle dessine un schéma sous le format de schéma BPMN, donc Business Process Model Notation, qui est un graphe de plein de flèches et de différents autres symboles. Comment fonctionne du point de vue fonctionnel et technique la fonctionnalité. Donc cet atelier, on le fait sur toutes les épiques, sur tous les projets. C'est une des innovations qui m'a permis, d'une manière la plus drastique, réduire le nombre de bugs et les retards dans des fonctionnalités. Parce qu'en fait, si on a une équipe qui se met avec les clients, qui pose la question « Attends, qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur clique sur ce bouton-là, etc. » et qui ensuite crée un support visuel qui permet à tous les membres du projet d'avoir cette visibilité-là, cette vision-là, et poser toutes questions qui peuvent encore se poser, ça nous permet d'anticiper énormément de edge cases
qui, dans un Scrum classique, ne sont pas adressés parce que, d'une manière la plus naïve, en fait, on prend une fonctionnalité, on dit, on met des points, ensuite on commence à développer. Donc on a commencé à supplémenter la méthode Scrum avec ce type d'atelier. Ok, et tu parles des bugs, ça a l'air important. Ça a l'air important. Ça a l'air important pour toi. J'ai perdu une fois un client qui m'a dit, en fait, j'en ai marre de bugs. Donc oui, ça a l'air important. C'est encore une fois l'écoute du client. Il y a un peu deux événements. Du coup, on revient un peu sur l'histoire de la boîte et de mon rôle en tant que CTO. Il y a des événements qui sont passés en 2017. On avait un projet particulièrement douloureux où on a créé un peu trop de bugs. Et du coup, mon client m'a dit, en fait, c'est inacceptable. Le niveau de qualité est inacceptable. Je ne sais pas s'il y en avait plus ou moins que la moyenne. À vrai dire, j'ai aucune idée de non plus quelle est la qualité chez mes concurrents. C'est des données qui sont extrêmement difficiles à avoir. Mais en fait, j'avais un client qui m'a dit il y a trop de bugs. Donc en fait, je me suis dit, je suis CTO de cette boîte. C'est ma réputation. C'est mon job. Il me dit, Marek, tu es en train de faire un mauvais job. Il faut que je réagisse, personnellement. Et un deuxième retour, quelques semaines plus tard, je suis parti avec quelques personnes de Institut Lean France dans un voyage au Japon pour voir les usines qui font du Lean. Voir comment Lean Management s'applique vraiment sur le terrain avec des vraies pièces, avec de vrais CEO japonais qui sont extrêmement polis et qui en même temps ne comprennent pas comment on peut avoir de bugs. Une rencontre m'a marqué d'une manière très très particulière. On était dans une usine qui produisait pour Toyota à peu près 11 000 références. Donc 11 000 différents produits, pièces, c'était des pièces en métal de différentes formes, et 7 millions de pièces par mois. Donc du coup, le volume des produits était assez large. Et le CEO nous racontait, il a dit, Toyota me donne droit à 3 erreurs par an. Donc je peux rater une livraison, ou alors je peux avoir un problème technique dans les pièces que je donnais. Alors, je peux par exemple donner une mauvaise pièce à la place de celle qu'ils ont demandé. Et il avait des camions qui venaient toutes les 2 heures. Donc, en fait, il y a plusieurs occasions de se louper. Il nous a dit, Toyota nous donne droit à 3 livraisons ratées. On est en octobre. J'ai eu 2 erreurs dans ma boîte. Donc, je pense que je vais y arriver cette année. Je me suis dit, ça fait 10 mois, le gars, il a produit 70 millions de pièces. Il les a envoyées plusieurs fois par jour chez Toyota. Il s'est loupé 2 fois. Et moi, je n'ai même pas d'indicateur de nombre de bugs dans ma boîte. Donc en fait, je suis incapable de répondre à la question à laquelle lui, il répond 2. Et en fait, je suis revenu, je me suis dit, mais en fait, j'arrête tout ce que j'ai fait. Et en fait, je mets en place un indicateur de nombre de bugs. Alors, le truc qui se passe lorsqu'on commence à faire ça, première chose, c'est qu'en fait, on a plein de personnes qui disent « Attends, mais en fait, c'est quoi un bug ?» Ouais, ça, je pense pas que ça soit un bug, parce que regarde, le client l'a pas demandé, donc c'est pas vraiment un bug. Ça, il n'y a pas une erreur technique, c'est une erreur de conception, donc c'est pas un bug. C'est ce genre de discussion qu'on commence à avoir lorsqu'on parle qualité avec les équipes projet. Et pas que chez BAM, parce que je l'ai vu sur plusieurs clients dans plusieurs contextes. Donc, premier effort très important, aligner l'organisation sur la définition de la bonne qualité. Par exemple, dire aux développeurs, écoute, le client n'a pas demandé la validation des mots de passe dans un formulaire. T'as raison, mais c'est ton job. C'est toi l'expert du mobile. Tu dois dire à ton client, attends, t'as conçu ton formulaire sans validation du mot de passe. Ça va créer des problèmes. De dire à quelqu'un, attends, le hors-ligne, c'est à toi de réfléchir comment l'application va fonctionner hors-ligne. Le client, il n'en sait rien, il utilise les applications, c'est pas sa technicité. Ou alors de dire, écoute, là, il y a un problème du X, de conception, le bouton, il n'est pas clair, mais tu sais bien qu'un utilisateur qui va ouvrir la page, il ne va pas voir le bouton parce que le designer a mal conçu la couleur. En fait, tout ce genre de discussion, au final, ça nous a permis de nous aligner sur la notion de bug.
Et ça a pris dans une entreprise déjà de 50%, ça prend du temps. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette vision commune, au parallèle, j'ai commencé à les mesurer. Donc, j'ai commencé à demander à toutes les équipes, encore une fois, toutes les semaines, combien de bugs vous avez découvert dans votre application cette semaine. Et une fois que j'étais face à cet indicateur-là, qui évolue pendant plusieurs années, mais qui reste au fond le même, j'avais une question à me poser moi-même. Marek, maintenant tu as les chiffres devant toi, qu'est-ce que tu fais avec? C'est quoi ton objectif? Et même, en fait, en tant que CTO, j'ai un gars qui a oublié un égal dans une ligne de code où c'était supérieur ou égal, il a mis juste supérieur à. Quelle est ma part de responsabilité dans le truc? En fait, comment est-ce que je corrige le défaut organisationnel qui a amené ces développeurs à écrire cette ligne de cette façon? C'est une tâche, c'est une question qui est extrêmement difficile, en fait. Parce qu'il faut à la fois comprendre tous les process de développement, comment est-ce que le dev arrive. Il faut inclure des notions de psychologie, des notions de compétences techniques dedans, parce qu'en fait, le dev, il est dans un certain état lorsqu'il a écrit cette ligne. Il pense à des trucs, il est dans un environnement de travail, il a ses outils ou il les a pas, il a un ticket qui a été écrit par le product owner d'une certaine manière. C'est un combat sans fin. Du coup, toi, tu as une intolérance totale aux bugs aujourd'hui? Pour toi C'est pas que j'ai une intolérance totale aux bugs. Je pense. Il y a des erreurs humaines, d'inattention qui arrivent aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. Mais mon objectif, c'est de créer un environnement qui fait que même si quelqu'un ne fait pas attention, parce que c'est humain, ça arrive en permanence. On s'en rend compte. Soit on s'en rend compte, cette personne soit avertie, soit une partie du processus dans la suite fasse les retours. Soit que au final les outils soient tellement faciles à manier ou à utiliser qu'en fait même une erreur d'inattention fait que ça passe. Donc c'est pas que j'ai une intolérance, parce que je suis conscient que on n'aura jamais un projet informatique sans bug, ça arrive pas. Mais je traite chaque bug comme une opportunité d'apprentissage pour l'organisation que je dirige. Donc du coup, j'essaye de l'utiliser au maximum. Et aujourd'hui, ça passe surtout à travers la formation des équipes, de comment les analyser, comment les traiter, comment tirer des apprentissages de chacun des bugs, et l'accompagnement des personnes sur le terrain, et ensuite ma chaîne managériale et les gens avec qui je travaille pour qu'ils puissent créer aussi ces conditions d'apprentissage. Sur comment est-ce qu'on crée une entreprise qui apprenne de ses erreurs. Et chez tes clients, du coup, c'est vrai que c'est une régie agile, mais c'est un peu particulier. Toi, t'arrives avec cet état d'esprit et les outils de mesure aussi. Quand le projet est livré et que tu t'en vas, les outils de mesure, ils restent chez le client. Comment ça se passe? Donc il y a plusieurs cas de figure. Il y a des outils de mesure qui sont les outils automatiques de crash reporting, ce genre de choses. C'est le standard dans l'industrie, notamment dans les mobiles. Donc ces outils-là, les clients sont assez friands de les répondre. C'est normal, en fait. Ensuite, il y a les outils qui sont, par exemple, notre graphe de suivi de bugs qu'on utilise lors de la production de projets. Ces outils-là, ça dépend. Il y a un cas qui existe, les clients qui viennent chez nous apprendre notre méthode de travail. Il y a des gens qui disent, on a entendu parler de votre méthode, on veut avoir la même, est-ce qu'on peut faire un projet ensemble pour qu'on puisse copier votre méthode et l'appliquer chez nous? Et du coup, le suivi de qualité, le suivi de productivité, tous ces ateliers dont je parlais, etc., en fait, les clients essayent de les copier, adapter à leur contexte et continuent à les utiliser. Donc dans ce cas-là, l'indicateur, il continue à vivre. Et ensuite, il y a des projets sur lesquels la production en soi s'arrête. L'application est déployée, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. L'équipe est soit fortement réduite, soit on a par exemple un freelance qui maintient les trucs côté client, etc. Et dans ce cas-là, l'indicateur disparaît parce qu'il n'est plus pertinent ou alors il n'y avait pas une vraie volonté de le maintenir. Et on s'appuie uniquement sur les indicateurs de crash reporting dans ce cas-là. Et avec ton modèle, tu peux prendre que ton modèle de fonctionnage, j'ai l'impression que tu peux prendre que des projets qui démarrent en fait.
C'est vachement dur bon, déjà de par la techno. Enfin bon, il y a plein de. Est-ce que tu prends des projets déjà existants? Je prends des projets déjà existants. C'est souvent dans un cas où le client n'est pas satisfait de la vitesse de livraison de ses équipes. Et du coup, il cherche à la fois une ressource supplémentaire et un apprentissage méthodologique. Alors là, du coup, dans ces cas-là, tu vends plus une équipe. Tu viens en renfort dans une équipe. Enfin, tu as dit une ressource supplémentaire au sens une personne vient aider. Ou deux ressources supplémentaires. Ou est-ce que tu dis à ton client, ce que disais, moi, ma méthode de commercialisation, c'est c'est une équipe projet qui vient, quoi. Donc sur un projet qui est déjà existant, finalement, le client il dit ouais, mais j'ai déjà des équipes en place. Est-ce que tu leur prends le projet et tu dis bon, bah, maintenant c'est nous. Il y a deux cas qui se produisent. Soit le client arrive à trouver un périmètre fonctionnel sur lequel on peut intervenir d'une manière assez indépendante. Dans ce cas-là, je ne modifie pas mon équipe. Souvent, dans ce cas-là, on intègre un développeur côté client dans nos équipes pour montrer toute la manière de travailler. En fait, le partage se fait de cette façon-là. Soit on crée une équipe qui s'intègre au début avec les équipes du client et qui, à travers la connaissance de notre méthode, nos outils d'amélioration, etc., amène petit à petit du changement organisationnel sur des sujets principaux de l'équipe du client. Donc, on peut avoir, par exemple, une équipe qui a un problème de qualité. Donc, nous, on commence en mettant une équipe réduite avec, par exemple, un développeur, un lead tech et un Scrum Master BAM. Et leur objectif, c'est d'abord partager l'outil, le framework QRQC, le framework d'analyse de bugs. En fait, ils travaillent avec les clients de la façon dont travaillent les clients, avec un objectif, et cet objectif, il est très clair avec les sponsors du projet qui nous fait venir, de faire évoluer les pratiques de travail de l'équipe pour les amener vers quelque chose qui permet de lui réussir ses objectifs. Donc il y a cette partie un peu au début on travaille en régie pure et on continue, on est un agent de changement dans l'organisation du client en collaboration avec eux. Et une de tes difficultés qu'on évoquait quand on s'était eu au téléphone la première fois, c'est aussi tu as des durées de projet qui sont plutôt courtes entre guillemets. On n'est pas sur des projets qui s'inscrivent à 2 ans, 3 ans, ni même 1 an en fait. Donc du coup sur le staffing de tes équipes, si tu dédies des équipes chez des clients, des équipes complètement dédiées qui vont intervenir et qui très rapidement doivent être staffées sur un autre projet, à l'échelle que vous avez aujourd'hui d'une petite centaine de personnes, ça doit commencer à faire un peu chaud sous les bras de temps en temps quand il y a un petit taux d'inactivité. Enfin voilà, comment tu le gères ça ? Oui, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, si on prend la durée moyenne d'un projet, on est aux alentours de 10 semaines. 10 semaines ? Ouais, c'est assez court. Ah ouais, ah oui, c'est un casse-tête, quoi. Du coup... J'ai quelques équipes, mais vraiment très peu, qui sont staffées à l'année. 2-3 ans, ça n'existe pas chez nous. On n'a jamais eu. Notre stratégie de croissance, du coup, et notre stratégie de restaffing s'appuie sur la satisfaction client. En fait, si on regarde d'une année sur l'autre, chaque année, on arrive à faire le chiffre d'affaires d'année précédente avec les clients existants. En fait, ce qui se passe, c'est que comme les projets ils se passent très bien, et mon objectif c'est que ça se passe très bien, dans la grande majorité des cas ça arrive, le client soit recommande en se disant ok, j'ai encore un nouveau projet, ou alors ça s'est bien passé la première fois, donc du coup il y a de nouvelles fonctionnalités, donc je suis prêt pour re-signer avec vous encore 2 mois supplémentaires, ou alors encore 3 mois, etc. Soit il y a quelqu'un d'autre dans son organisation qui a besoin de notre projet et du coup qui nous dit en fait, puisque ça s'est bien passé avec eux, j'ai envie de repartir avec vous. Soit une recommandation, un client avec lequel on a terminé, mais en fait il en parle à quelqu'un d'autre et en fait on a
on a des gens qui viennent vers nous en disant en fait j'ai vu que vous avez fait une telle application, on a envie de bosser avec vous. Bon, donc t'as pas de problème d'inactivité, mais du coup tu peux. Est-ce que t'as le problème inverse en fait? C'est-à-dire que quand on dédie des équipes, quand tu dis j'arrive, bon moi ma méthode c'est j'arrive avec ma méthode et une équipe complète et que ça doit démarrer dans 2 semaines. Tu t'as pas des problématiques pour justement dire tiens voilà où sont les ressources quoi. Donc aujourd'hui, surtout dans le contexte de levée de fonds récentes, etc., on a un problème de ressources. Donc factuellement, si j'ai un client qui me dit Marek, j'ai besoin de lancer un projet dans 2 semaines aujourd'hui, je lui dis je peux pas, j'ai pas d'équipe. Tu refuses des projets aujourd'hui? Je dis plutôt 5-6 semaines. 5-6 semaines, oui, on peut trouver. 2 semaines, je suis vraiment pas capable. Parce que à date, en ce moment, toutes mes équipes sont staffées. Toutes les personnes à BAM qui peuvent bosser sur un projet, bossent sur un projet en ce moment. Et du coup, on est d'une manière très forte aujourd'hui en train de recruter. On a recruté une vingtaine de personnes depuis le début de l'année. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas encore arrivées, mais en tout cas, on est d'une manière très, très, très forte en train de chercher sur ces des gens à signer. Et dans 2 cas spécifiques aussi, on a, pour la première fois dans l'histoire de la boîte, on a commencé à bosser avec un réseau de freelance, notamment sur des sujets nouveaux pour nous. Je parlais au début de la techno Flutter, Kotlin multiplateforme, où on cherche une expertise forte sur des sujets qui sont pour nous sur lesquels pour nous on a encore besoin de monter en compétences. Donc là, on travaille avec des contributeurs open source de Flutter, de ce genre de personnes qui sont justement qui nous aident aussi à monter jusqu'à un autre niveau d'exigence. Donc un peu un mix des deux, recrutement très actif et de free. Et actuellement, justement, si on parle rapidement du recrutement, comment ton process de recrutement et comment faire pour se rendre attractif dans ce monde pénurique? Alors le processus de recrutement très complexe. J'ai beaucoup de gens qui me disent qu'il est très complexe, beaucoup de candidats et même de boîtes externes. On a 6 tests aujourd'hui dans le processus de recrutement. Ça commence, si on parle que de tech, chaque profil a un processus de recrutement en plus différent sur mesure selon les profils. Un entretien RH où on parle de la motivation, de comment la personne se projette, etc. Un test technique automatisé où la personne a un formulaire à remplir avec du code sur une plateforme automatisée et la plateforme valide automatiquement si les résultats. Un entretien de pair programming, on met la personne dans une situation où tu collabores avec un dev et en fait comment ça se passe en expliquant une méthode de travail. Un entretien logique, une énigme du coup pour savoir aussi quelle est la capacité de résoudre des problèmes. Un entretien qu'on appelait jusqu'à récemment un entretien CTO. Maintenant, il faudra changer le nom parce que je suis plus la seule personne à le faire. Tu vas continuer à rencontrer tout le monde? Je vais arrêter de rencontrer tout le monde. Tu vas arrêter là. Ok. Du coup, qui est un entretien sur la passion pour la technologie. Tu perds combien de personnes entre... Alors, je te parle pas là de... C'est toi qui arrêtes le process. Je te parle de... Tu perds combien de personnes qui disent vas-y, c'est bon, il y a 6 tests, j'en ai fait 2, je vais pas faire 6 tests, quoi. Tu fais tout sur la même journée ou la personne revient 6 fois? On le fait dans la semaine, dans une semaine. Donc 2 fois, il y a plusieurs entretiens dans la même journée. De temps en temps, on accepte aussi à faire des entretiens à distance. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui vient. Je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais je connais pas un cas où quelqu'un nous aurait dit ça. T'as personne qui te lâche parce que... Pendant le processus. Parce que il a d'autres process en cours et qui lui plaisent et ça lui paraît moins compliqué, moins fastidieux. Ce qui m'arrive, c'est pas à cause du process, mais c'est quelqu'un qui a reçu une offre d'une boîte qui a terminé le processus plus rapidement et qui a fait une offre. Et du coup, la personne qui nous dit, mais écoutez, moi, les autres, ils m'ont proposé déjà un poste. J'y vais. J'aime bien, j'y vais. Donc ça m'arrive. Du coup, il y a un vrai enjeu de lead time. Comment est-ce qu'on arrive à caler tous ces entretiens dans
dans le parcours, mais j'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit écoutez, c'est vraiment trop lent votre truc, j'arrête. Je n'ai pas de souvenir. Ok. Ce qui est important, c'est que pour chaque débrief, pour chaque entretien, il y a un brief et un débrief du RH qui suit la personne. Et du coup, ce que me disent les candidats, c'est qu'à chaque entretien, ils apprennent des trucs. Parce que non seulement ils apprennent des trucs pendant l'entretien, un des critères de réussir un entretien chez BAM en tant que recruteur, c'est la personne a appris quelque chose pendant l'entretien. Mais aussi, après l'entretien, la personne reçoit directement un feedback sur sa performance pendant l'entretien, sur sa réussite, sur les critères et qu'est-ce qu'elle peut faire pour que la prochaine fois, ça se passe encore mieux. Donc c'est aussi quelque chose qui est très apprécié par les candidats. J'ai des personnes à qui à la fin on dit non. Écoute, désolé, mais en fait ça ne va pas le faire. Et la personne d'un côté nous remercie en disant merci beaucoup, c'était une opportunité d'apprentissage hyper intéressante. Et des fois même qui recommande un ami ou un ancien collègue en disant je pense qu'il y a une autre personne, ça fit très bien pour elle. Ok. Donc, ça arrive. Et je pense qu'un processus de recrutement dans lequel on est très tourné vers le candidat, c'est un des premiers piliers du coup pour répondre à la question précédente, comment est-ce que je fais pour être attractif? Ouais. La personne qui arrive, en fait, elle termine un premier entretien, elle s'est dit j'ai appris quelque chose. Donc si c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre des trucs, j'ai déjà gagné des points pour que ma boîte soit plus attractive. Donc ça c'est le processus de recrutement, c'est un levier très important. La deuxième chose, on a toujours depuis le début participé au questionnaire Happy at Work, la certification de Choose My Company. On a été très souvent dans les top 10. Ouais, tu fais confiance à ce type de classement? Alors, ce à quoi je fais confiance, c'est un classement anonyme. C'est un questionnaire qui est envoyé à tous les salariés et les salariés notent la boîte d'une manière anonyme sur différents points. Et ce à quoi je fais confiance, c'est que les retours qu'ils me donnent sont de vrais retours. Et il y a des points sur lesquels on bosse depuis quand on les a eus dans les questionnaires qui permettent d'améliorer la boîte aussi. Par exemple, j'ai un truc qui disait les pistes d'évolution pour un tech ne sont pas assez claires à partir du tech leader. Donc du coup, j'ai rebossé mon framework de career path. Qu'est-ce que je propose une fois que quelqu'un arrive au niveau de tech leader? Et ça, les retours que j'ai de mes équipes et des gens qui arrivent ou à qui on parle, c'est ah ouais, c'est hyper clair, c'est très intéressant, j'ai envie. Donc je fais confiance au retour de mes équipes. Ok. Moi, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vais avoir une ou deux petites dernières questions. Petite question sur voilà, la boîte a grandi assez vite, pas mal de responsabilités, beaucoup de charges de travail. L'équilibre vie perso vie pro, tu l'organises comment? J'utilise pas forcément ce terme-là. Plusieurs éléments de réponse. Le premier, je fais pas vraiment la séparation entre les deux. Tu fais pas la séparation entre les deux? Au sens, pour moi, mon travail, c'est ma passion. Et du coup, par exemple, lire un truc pour le travail, regarder une conférence, ce genre de choses, si je les fais le soir chez moi ou le matin au bureau, c'est la même chose. J'adore. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, ça fait 1 an que je suis devenu papa. Donc par exemple, aujourd'hui, je m'efforce de partir du bureau à 18h. Je prends pas de rendez-vous après 18h. Tout le monde dans la boîte le sait. Il n'y a pas de problème avec. Donc, je organise mes priorités. Et c'est quelque chose que j'adore dans le rôle de CTO aussi. J'organise mes priorités en fonction de ce qui est important pour moi, ce que j'aime faire et ce qui sert à la boîte que je dirige.
Ok. Eh bien, comme il est 17h54 et que tu as parlé de 18h, ce sera donc ma dernière question. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Je n'étais pas prêt pour celle-ci. Prêt pour celle-ci. Ah ben alors, je change. Est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on n'en a pas parlé, de ton rôle dans TechRox au Book Club? Je viens de penser là-dessus aussi. Oui, ça c'est un événement auquel je voudrais inviter tout le monde, surtout les leaders techno. Ça fait 1 an qu'on a lancé dans TechRox, donc un réseau de CTO qui a été cofondé par 4 leaders techno parisiens. On a lancé un book club, c'est un club de lecture. On se rencontre 1 fois par semaine autour d'un livre qui est choisi collectivement. Cette fois-ci, en ce moment, on est en train de lire Manager's Path, donc un livre sur les différents ladders de progression dans le carrière tech. On s'est réunis avec un groupe de CTO. Aujourd'hui, le Book Club fait 30 personnes en 3 groupes et on discute de ce qu'on vient de lire et on échange nos expériences. Et ce qui est le plus important pour moi, c'est pas le fait de lire les bouquins parce que bon, ça, on est capable de le faire nous-mêmes, mais le fait que, en tant que CTO, en tant que dirigeant tech, on est très souvent en manque de feedback, de retour et de partage de nos pairs. Parce qu'il n'y a personne dans notre organisation qui fait la même chose. Et le Book Club et ce genre d'événement permet d'avoir des discussions avec quelqu'un qui a géré l'organisation plus grande que la nôtre ou différente de la nôtre, plus petite. Et du coup, ça crée l'émulation. Donc, petit à petit, ce Book Club, il évolue. Et j'ai envie que chaque leader technologique participe parce que c'est génial. Et si tu as malgré tout, bien que ce soit les discussions qui t'intéressent le plus que les bouquins, est-ce qu'il y a t'as 2-3 bouquins à conseiller? Je suis un vrai fan de Lean Management, ce que vous avez déjà sûrement entendu. Donc, Learning to Scale de Régis Medina, qui est pour moi le meilleur point d'entrée pour comprendre comment fonctionne Lean Management. Radical Candor de Kim Scott, qui est un livre de comment donner du feedback et manager les gens d'une manière franche, transparente et avec l'impact. Le dernier, et je pense le plus important dans la liste, c'est Turn the Ship Around de lieutenant Marquette, qui parle de comment donner le pouvoir aux gens dans une organisation et ne pas les garder en tant que dirigeant, ce qui permet de créer une organisation à la fois efficace et apprenante. Eh ben, merci pour toutes ces lectures qui vont nous occuper l'été, du coup. Et merci encore d'avoir participé à ce podcast, Marek. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.